Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo pour comprendre les VRM, donc les modules de gestion de tension et de courant qui sont sur les cartes mères. Donc à quoi ça ressemble? Ce sont ces petits rectangles gris qui sont souvent cachés sous les dissipateurs des cartes mères récentes. Donc ils sont pas visibles directement, enfin on peut les voir mais il faut se décaler un petit peu. Alors, qu'est-ce que un VRM? Donc VRM, ça signifie voltage régulateur module. Donc c'est un module qui régule la tension. Ça convertit le 12 volts en voltage en tension pour votre CPU. Donc ça varie entre 1,1 et 1,4 volts selon votre CPU. En général, c'est dans cette tranche pour les CPU modernes. Donc une tension stable, c'est des meilleures performances et une durabilité meilleure parce que les processeurs récents, ils n'aiment pas les pics de tension. Ça dégrade le silicium à l'intérieur. Donc les composants d'un VRM. Donc dans un VRM récent, on retrouve un contrôleur PWM, des MOSFETs, des chokes, donc ça filtre les pics de tension, des condensateurs pour la stabilité générale. Donc, les phases, c'est le cœur du VRM. Donc, une phase, c'est un chemin complet d'alimentation. Plus il y a de phases, plus la charge est répartie, plus la chauffe est réduite, donc la stabilité est accrue, ça sera meilleur pour votre processeur. Donc, toutes les cartes mères ne se valent pas. Selon les chipsets, c'est une tranche de 5 à 8 phases jusqu'à 16 ou 20 phases selon le chipset. Donc pour les chipsets entrée de gamme, donc les A, vous avez entre 5 et 8 phases, généralement pour les cartes mères récentes, avec un type de phase assez entrée de gamme, comme je vais l'expliquer à la prochaine diapositive. Le milieu de gamme, donc les B650, et les B850 pour AMD évidemment. Là je prends l'exemple seulement des cartes mères AMD, mais c'est un peu le même principe pour les cartes mères Intel. Donc les B650 et B850, donc entre 8 et 14 phases généralement, avec souvent de très bonnes phases selon les cartes mères. Le haut de gamme, donc les X, entre 16 et 20. Alors certaines très haut de gamme peuvent avoir jusqu'à 24 phases chez AMD, notamment la Godlike. Donc DRMOS, on va expliquer ce terme juste après. Donc les trois types de VRM. Donc on a les MOSFET classiques, donc qui nécessitent des composants externes, donc ça prend plus de place en fait. Tout n'est pas inclus dans le petit rectangle que j'ai montré au début de la vidéo. Donc un module VRM, il n'y a pas tous les composants nécessaires au fonctionnement qui sont à l'intérieur. Du coup ça prend plus de place sur la carte mère et donc c'est moins efficace. Ensuite on a les DRMOS, donc comme on a vu juste avant, pour les cartes mères souvent milieu de gamme, voire haut de gamme, c'est ce qui est le plus utilisé généralement. Donc elles intègrent à l'intérieur les MOSFETs. Vous avez le low side et le driver à l'intérieur. Donc ça prend moins de place et c'est plus efficace. Ça peut être équipé de capteurs thermiques sur les récentes cartes mères. Les capteurs thermiques, il y en a un. Vous allez dans Hardware Info et vous avez tous les capteurs de température de vos VRM. C'est très répandu. Voilà, c'est vraiment des VRM très utilisés aujourd'hui. Et les SPS. Donc les SPS, c'est très utilisé, notamment chez MSI, sur les cartes mères récentes, c'est très utilisé, donc même sur les chipsets en B, c'est le plus haut de gamme. MSI et Aorus, ils utilisent pas mal aussi sur le haut de gamme. Pas toutes les marques les utilisent, sur le très haut de gamme, c'est ce qui se fait de mieux, donc c'est que du SPS. Donc dans le SPS par rapport au DRMOS, on a des protections intégrées en plus, il y a un meilleur monitoring, et parfois un contrôleur PWM, et pareil que les DRMOS, ça inclut les drivers, les capteurs, tout ça. Les DRMOS, vous verrez pas trop la différence avec les SPS. Si la carte mère est récente, les DRMOS, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc quand on voit à côté des phases qui sont décrites par le constructeur, donc par exemple 12 plus 2 plus 2, vous avez généralement un nombre avec le A à côté. Donc le A, il fait référence à ampères, et c'est en fait la capacité en courant que peut délivrer chaque phase individuellement. Donc quand vous multipliez par exemple 12 phases comme j'ai dit précédemment, s'il y a marqué 70 ampères, vous multipliez, vous avez théoriquement la charge maximale que peut délivrer la carte mère pour le processeur. Alors évidemment, avec la chauffe et l'efficacité énergétique, vous ne pourrez pas avoir 840 ampères délivrés constamment. C'est impossible. Et d'ailleurs, il y a quasiment aucun processeur qui demande 840 ampères aujourd'hui. Je pense que peut-être chez certains Threadripper, Epic, tout ça, peut-être, ou des Xeon, mais généralement, aucun processeur va demander autant. Pour vous donner un ordre d'idée, un Ryzen 9 9900X, c'est environ jusqu'à 200 si vraiment vous avez retiré les limites de consommation. Donc vous êtes très large avec les cartes mères récentes, pas de souci là-dessus. Donc plus l'ampérage est élevé par phase, plus les composants sont robustes et efficaces, c'est logique. Si vous avez un gros ampérage sur le VRM, vous aurez tout simplement plus de marge pour le processeur. Donc moins de chauffe, plus efficace. Ensuite, refroidir les VRM. Donc ça, c'est indispensable. Donc selon les cartes mères, ça va être des caloducs, voire des mini-ventilateurs, mais ça, c'est assez rare. Les caloducs, c'est assez répandu sur les cartes mères milieu et haut de gamme. Et évidemment des dissipateurs thermiques, donc des pads thermiques comme on retrouve
sur la VRAM d'un GPU. Donc sur une carte mère mini TX, évidemment, ça sera plus chaud parce que c'est plus condensé, la chaleur s'accumule plus vite. Si vous avez un bon boîtier, ça aidera à dissiper la chaleur des VRM. Pareil maintenant sur certains AIO comme le Arctic Freezer 3, vous avez un petit ventilateur à l'intérieur du bloc, du water block, qui dissipe la chaleur des VRM autour de votre CPU. Ensuite, les VRM doublés. Donc ça, c'est un phénomène qui arrive. En fait, certaines cartes mères affichent 12 phases, mais n'en utilisent en réalité que 6. En tout cas, niveau hardware, il n'y en a que 6, mais elles sont doublées artificiellement. En fait, ça divise une vraie phase en deux avec un module de doublage. Là, ça n'ajoute pas de vraies phases, mais ça fait croire au contrôleur en fait qu'il y en a plus. Comme j'ai marqué là, pourquoi c'est trompeur? C'est moins efficace. Il y a une moins bonne répartition de charge puisque en fait vous virtualisez une autre VRM, donc ça sera forcément moins efficace qu'une VRM physique réelle. Donc voilà, donc il faut faire attention parce que certaines cartes mères utilisent ce fonctionnement en fait. C'est souvent, comme on va le voir après, spécifié dans les fiches techniques. Donc là, j'ai pris l'exemple de la B650 Aorus Elite AX. Donc en fait, sur le site officiel, comme on peut le voir, il marque 12 plus 2 plus 2. Donc les 12 premières phases, c'est pour le V-Core, donc le CPU. Pour le reste, c'est généralement soit pour la partie graphique et pour les USB, soit pour tout ce qui est contrôleur mémoire, etc. Donc là, on voit en bas qu'ils mettent en petit 6 plus 6 phases parallèles power design. Donc en fait, ça signifie qu'ils ont utilisé ces 6 vraies phases et qu'ils ont doublé les 6 autres. Voilà, faut pas se faire avoir, c'est généralement marqué. Si vous voyez parallèle power, vous savez que c'est doublé en général. Donc, ce qu'il faut vérifier, le nombre de vraies phases évidemment, les MOSFET numériques, donc les DRMOS et SPS, donc le meilleur contrôle. Alors généralement, si vous prenez une carte mère récente avec un chipset B ou X chez AMD, vous aurez quasiment que du DRMOS ou du SPS, c'est quasiment sûr. Je sais pas si ça existe encore les MOSFET classiques sur des cartes mères aussi récentes avec ce genre de chipset. Ensuite, les tests VRM, donc vous avez Hardware Unboxed qui généralement font des tests sur une vingtaine de cartes mères d'un même chipset et qui testent les températures, l'efficacité, etc. Donc sur leur chaîne YouTube. Ensuite, la présence de dissipateurs thermiques, parce que s'il y a un gros dissipateur thermique, logiquement, vous savez que ça va être mieux dissipé, que ça sera plus efficace. Et évidemment, attention au marking trompeur. Donc, des bons VRM, donc c'est une stabilité prolongée, c'est plus efficace. Pour votre CPU, selon si vous faites de l'overclocking, c'est recommandé de prendre quelque chose d'assez costaud. Faut pas négliger le refroidissement, évidemment. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça fait du référencement. Partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Au moins, on peut essayer de grandir et de proposer des contenus de mieux en mieux pour essayer d'activer la monétisation, ce serait pas mal. Mais bon, faudra être encore un peu patient, je pense. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez un like et à la prochaine. C'est ciao.